Bonjour, dans cette vidéo, je montre comment on peut réussir à faire adresser des tableaux Excel et compléter la feuille de résultats du laboratoire numéro 6, conservation de l'énergie mécanique. Donc, première chose qu'on vous demande, c'est de dresser le tableau suivant à partir des données obtenues de Data Studio. Donc, je regarde les entêtes. Le Data Studio va nous avoir donné les deux premières colonnes. Le reste, il va falloir le programmer si on veut. Je regarde les entêtes, là, je vais aller préparer mes entêtes dans le fichier reçu de Data Studio. Je suis donc dans Excel, j'ai fait mon copier-coller des données de Data Studio. C'est comme ça que ça apparaît au moment où on fait notre coller. Au départ, il nous marque quelque chose, dire ça provient de où. Fait qu'on voit que c'était mon essai, puis j'ai modifié, je dis que j'ai probablement effacé des points. Pas au début, parce que je commence à 0.015, qui est toujours le premier point. Je vais probablement effacer des points à la fin de mon expérience. Donc, on va créer les colonnes comme c'était montré dans l'exemple. Je copie ça ici, parce qu'il me demandait juste d'écrire temps, puis en dessous d'écrire le symbole que j'utilise et les unités, fait que ça ressemble à ça. Puis ici, on avait position. Et il appelait ça X, je crois. On va retourner voir au besoin. En mètres. Je retourne voir. Position, X en mètres, temps, T en secondes. Je vais immédiatement utiliser le centrage là, pour donner déjà... je ne ferai pas le format au complet, là, mais au moins la présentation commence déjà à être intéressante. Et je vais continuer là, à créer les autres colonnes que l'on voyait là, dans la feuille. Attention pour vitesse, hein, le symbole c'est petit v. Sur l'exemple, ça apparaît comme un grand V, mais le symbole c'est petit v. J'ai continué à remplir. Personnellement, j'ai écrit le mot énergie au complet là, pour que ce soit plus clair. Hauteur, personnellement, je prends les lettres majuscules quand je parle de dimension, longueur, rayon, diamètre, hauteur, etc. J'utilise toujours une lettre majuscule. C'est des standards recommandés internationalement. L'énergie potentielle UG. Meilleure présentation, je vais mettre mon G en indice, je le sélectionne, je clique dans le format de caractère ici, je n'ai pas ce que je veux, je clique sur l'extension ici, qui va nous ouvrir ça, puis je peux le mettre en indice. UG. On continue à remplir. Et également, dernière énergie qui appelle net. Dans l'exemple, je préfère l'appeler l'énergie mécanique, puisqu'on s'aperçoit qu'on fait la somme de l'énergie cinétique plus potentielle. Par définition, c'est de l'énergie mécanique. Donc, j'ai pris le symbole E, indice MEC, c'était également en joules. Également, les étudiants qui remettent le travail à moi, moi, je vais avoir une exigence de plus, je vais demander d'insérer une colonne au début. Donc, pour ce faire, quand on s'aperçoit, c'est bon de faire l'exercice, quand on s'aperçoit que j'aurais voulu mettre une colonne avant le temps, je sélectionne la colonne au complet, Menu contextuel, c'est-à-dire j'appuie sur la souris, bouton de droite, et je fais insérer, puis il m'a inséré une colonne avant qu'on va appeler indice, symbole petit i. Donc, j'ai rien qu'un numéro qu'on va mettre à cet endroit-là. Exemple, on va commencer avec 0, ce serait comme le temps 0, le temps 1, le temps 2, etc. Mais je ne rentre pas tout ça jusqu'à la fin, je rentre juste les deux premiers. Je prends ce que j'appelle, moi, la poignée d'amour, le petit coin ici. Quand j'amène ma souris sur ce petit coin-là, la souris change. Je le prends, je le glisse jusqu'à ma dernière donnée. Ce qui va me montrer aussi comment de données que j'ai au total. Mais il va jusqu'à 51, ça veut dire que j'ai 52 données, compte tenu que j'ai le 0. Ce qu'on va faire aussi, on va préparer tout de suite le tableau bien formaté en mettant toutes les colonnes centrées. Évidemment, c'est plus joli quand c'est toute la même largeur, comme dans le cas présent, sauf qu'il y a des mots que je ne vois pas. Donc, on peut toujours élargir une colonne, sauf qu'au niveau présentation, cette colonne-là va être plus large que les autres. Une façon de faire, des fois, c'est de sélectionner toutes les colonnes et d'aller entre deux colonnes, faire un double-clic. Là, ils ajustent toutes à la bonne longueur, sauf que, comme mentionné tout à l'heure, j'ai des colonnes qui n'ont pas la même largeur. Dans ce temps-là, après ça, je prends les colonnes qui sont les plus larges, qui semblent être ici, et je joue avec cette largeur-là, mais en ayant toutes sélectionnées comme présentement. Mais dans ce temps-là, il réajuste toutes les colonnes. Sauf que ça fait très large pour certaines colonnes. Dans le fond, c'est le titre de ces colonnes-là que je trouve large un petit peu. Personnellement, je vais les remettre sur deux lignes. Je vous montre ce que je veux dire. Je vais cliquer ici. Je vais enlever l'espace. On fait Alt, Enter.
puis apparaît sur 2 lignes comme ça. Fait que je vais faire la même affaire pour l'énergie potentielle, Alt, Enter, et pour l'énergie mécanique, Alt, Enter. Je vais sélectionner toute ma ligne et je vais faire un centrage, mais un centrage aligné au centre, comme ceci. Et là, je peux resélectionner tout. Alors, regardez, si je fais un double-clic là-dessus, le pointillé ici indique à peu près là, une page 8,5 par 11 à quel endroit, fait que je sens d'avoir de l'espace. Puis je peux prendre la plus large, qui est à peu près elle, puis la retravailler juste un petit peu. Puis là, il me met tout à la même largeur. Présentement, tout semble bien rentrer sur ma feuille. Bon, avant d'aller plus loin, je vous précise un peu ce qu'on essaie de faire. C'est qu'on veut vérifier que l'énergie mécanique va être conservée à chacun de ces instants-là, dans 0, 1, 2, 3, que l'énergie mécanique est à peu près conservée. Pour ce faire, on va additionner l'énergie potentielle avec l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, on va faire un lien avec la hauteur, puis la hauteur, on va faire un lien avec la position. L'énergie cinétique, on va faire un lien avec la vitesse. Il y a toujours des étudiants qui me font un commentaire pertinent, juste intéressant, qui me disent « Monsieur, parce que vous allez voir dans un instant, on va faire une petite passe-passe pour calculer la vitesse. » Puis ces étudiants-là me disent « Monsieur, pourquoi dans Data Studio, qui est capable de nous fournir la vitesse, qu'on n'a pas utilisé la vitesse? » Je vous montre ce que je veux dire. Je vais dans Data Studio quelques secondes. Pendant le laboratoire, on avait cliqué juste sur position, mais il aurait été possible de cliquer aussi sur vitesse, puis j'aurais eu des mesures de vitesse. Donc, pourquoi faire une passe-passe pour calculer la vitesse alors que Data Studio aurait pu nous donner la vitesse? Ce qui arrive, c'est qu'on l'a essayé, ça marche mal, et ça s'explique pourquoi ça marche mal. C'est lié un peu à comment Data Studio fonctionne. Data Studio utilise un chronomètre puis une stratégie un petit peu différente pour obtenir sa vitesse, ce qui fait que pour le même point zéro, le temps de la position, c'est pas le même temps pour la vitesse. Ce qui fait que je ne suis pas capable, à moins de faire des passe-passe encore plus compliqués, là, de dire quelle était la position et la vitesse au même moment. Okay? Le chrono de la vitesse n'aura peut-être pas ce temps-là, 1.4964. Je ne suis pas capable de dire quelle était vraiment ma position et ma vitesse au même moment. Ce qui fait que nous autres, on utilise juste la position, puis on va se calculer une vitesse pour ces moments-là. Fait qu'on va avoir la vraie vitesse qu'on avait à chacun de ces moments-là. Bon, pour ce faire, la petite passe qu'on va faire, la première des choses, la stratégie qu'on prend ne nous permet pas de calculer une vitesse pour le premier point, puis pour le dernier point. Okay? C'est pour ça qu'on n'a pas de vitesse à ces deux points-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la définition de la vitesse, plus précisément la définition de la vitesse moyenne, là, que j'ai ajoutée pour les besoins d'explication ici. J'ai ajouté aussi les indices là, pour qu'on puisse s'y référer. Puis je veux calculer une vitesse, le chiffre 0.2597 qui est ici. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un delta x sur delta t alentour de ce point-là. C'est comme si j'arrivais et je disais mon delta x, je vais prendre le point juste un petit peu après. Donc 0.45, ça serait mon x final, moins mon x initial. C'est le point 2 moins le point 0. Ça va me donner un delta x près de ce point-là. Évidemment, il faut que je prenne un delta t aussi, on divise par delta t. Donc, même chose, je vais prendre le temps juste après, moins le temps juste avant. C'est un peu plate de faire ces calculs-là sans comprendre la stratégie de l'enseignant. C'est pour ça que je vous rappelle, on a un graphique de position, puis on a déjà vu que prendre la pente de ce graphique-là en un point donné, la pente correspond à la vitesse. Okay? Puis la pente, c'est la limite de delta x sur delta t quand delta t tend vers 0. Vous êtes supposé d'avoir vu ça en mathématiques. Mais ça revient à la stratégie que j'ai faite. Je voulais connaître la vitesse au temps t1. Excusez, ici j'aurais dû mettre des temps. Donc je veux connaître la vitesse au temps t1. Je veux connaître le point 25 qui est ici. Il faudrait que je calcule la pente, que je fasse la limite de delta x sur delta t quand delta t tend vers 0. Évidemment, je ne peux pas le faire tendre plus petit que mes intervalles que j'ai ici. Fait que je prends un temps, mon delta t c'est un temps juste après, moins un temps juste avant. Ça fait mon delta t. 0.45 moins 0.15. Puis le delta x correspondant, c'est 0.65 moins 0.48. Bon, on va essayer d'aller programmer ça nous autres mêmes là, dans Excel maintenant. Donc, de retour dans Excel, je vous rappelle qu'on ne veut pas en calculer pour le premier point. Notre stratégie ne permet pas de le faire. Puis, je veux faire un calcul, maintenant une formule qui va faire un delta x sur delta t. Je tape égal. Je vais avoir un delta x.
c'est-à-dire ce point-là juste après, moins ce point-là juste avant. Ça, c'est mon delta x, que je vais vouloir diviser par un delta t. Mais là, si je fais ça, ça va être juste C3 qui va être divisé par quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on va être obligé. Puis là, j'ai essayé de bouger mon curseur, puis ça ne fonctionne pas. Donc, je vais plutôt aller en haut. Je vais faire échapper. Quand on est en train d'écrire une formule, puis que ça n'a pas fait ce qu'on voulait, on fait échapper. Et je la recommence. Je fais égal. Et là, je vais mettre une parenthèse pour faire mon x moins le x avant. Fermer la parenthèse, diviser. Donc là, j'ai un delta x divisé par un delta t. Fait que je vais ouvrir ma parenthèse. Le delta t, ça va être ce point-là, moins le point juste avant, delta t. Je fais Enter, et j'ai obtenu un point, pas point, mais 0,99. Bon, maintenant, il faut que je le fasse pour toutes les autres. Puis là, il faudrait que je fasse égal, le point, je ne fais pas ça. Cette formule-là est bonne. Je veux tout simplement la copier vers tous les autres points. Fait que je la sélectionne, la petite poignée d'amour, je descends ça jusqu'en bas, jusqu'à l'avant-dernier point, parce qu'on a dit qu'au dernier point, on n'était pas capable de le calculer. Et à toutes les fois que je fais une copie de formule comme ça, je clique toujours sur la dernière formule, je fais même un double clic pour faire apparaître à la fois les adresses puis le code de couleur pour voir si le calcul s'est bien fait. Donc delta X, le bleu moins le vert, parfait. Sur le delta T, le mauve moins le genre de rouge. Donc ça s'est très bien fait jusqu'à la fin. Je fais échapper quand je donne une formule que je vais en sortir, parce que si je me mets à me promener à ce moment-là, ça va tout scraper. Puis ce dernier point-là, je ne suis pas capable de rien calculer avec. Je reviens au début du tableau, et maintenant on connaît la vitesse. C'est peut-être intéressant de setuper immédiatement là, le nombre de points après la virgule. Lui, il en avait 4, lui, il en avait 3, sauf que le reste, c'est toujours des zéros, c'est une valeur qui est précise. Donc on pourrait peut-être travailler à 4, là, comme le temps, pour toutes les colonnes du tableau. Fait que je sélectionne toutes les colonnes du tableau. Je reviens au début, puis je vais jouer avec le bouton ici pour augmenter ou diminuer le nombre. Là, je l'ai augmenté, ce qui a créé un 0, c'est comme si je l'ai tout mis à 5, puis là, je l'ai tout mis à 4. Échappé. Fait que notre vitesse, c'est réglé. Prochaine colonne, on va calculer l'énergie cinétique, qu'on ne pourra pas calculer pour la première. Je rappelle pourquoi on ne pouvait pas calculer pour la première. Hein. Je clique sur la formule ici, je fais le point d'après moins le point d'avant. Mais évidemment, ici, le point d'après, ça aurait été lui, puis le point d'avant n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. L'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Donc ici, je devrais programmer l'équivalent de la formule 1/2 m fois la vitesse que j'ai. Mais là, la masse, c'est la masse de tous les objets qui avaient de la vitesse dans notre montage. Donc, il y avait la masse suspendue qui bougeait, puis il y avait le chariot qui bougeait. C'est pour ça que quand on regarde dans votre texte, on vous dit que l'énergie cinétique de la ligne 2, ça va être 1/2 masse du chariot fois masse suspendue fois la vitesse de cette ligne 2-là. Okay? Donc, j'ai besoin de la masse du chariot puis de la masse suspendue. C'est pour cela qu'on va s'ajouter dans le haut ici, puis c'est une donnée de laboratoire. Ben, on nous demandait de mesurer la masse du chariot, donc je l'ai appelé MC. Il faut le noter quelque part, c'est une donnée expérimentale. Puis la masse suspendue, on nous demandait d'accrocher 30 grammes, donc, mais c'est une donnée expérimentale aussi, là, donc s'il vous plaît, on les ajoute ici en haut. Et évidemment, on va les utiliser dans notre calcul de vitesse dans Excel. Donc dans Excel, si je voudrais le programmer ici, je commence une formule, je fais égal 1/2, soit que j'écrive 0,5, ou j'aurais le quoi aussi d'écrire 0,2, multiplié par la masse. Mais là, la masse, c'est deux choses. Fait que, puis il va y avoir une multiplication, c'est pour ça que je les regroupe ensemble avec une parenthèse. Ma masse du chariot, 0,307, plus la masse suspendue, 0,30, comme ça, fois V au carré. Le V est à côté ici. Je ne sais pas si je vais être capable de le sélectionner quand la formule est commencée comme ça. Je peux peut-être aller me mettre en haut. Non, toujours pas capable. J'aimerais ça aller cliquer sur la case. Donc dans ce cas-ci, je n'arrive pas à le faire. C'est la case D4. Donc on va l'écrire D4. Il faut que je la mette au carré. Je pourrais écrire fois D4. Pas très élégant. Ou mettre au carré dans Excel, c'est chapeau pour faire un exposant. Donc, il faut que je trouve le chapeau sur mon clavier. Moi, quand je le trouve, il m'en fait deux, là. Je en enlève un. Et voilà, c'est ma vitesse au carré, que je pourrais copier vers le bas. Je ne l'ai pas fait au complet tout de suite parce que je veux vous montrer quelque chose. Que je pourrais aller vérifier ma dernière formule, ça s'est fait comme il faut. 1/2 fois mes masses qui s'additionnent, fois la vitesse à côté qui est en bleu, au carré. Ce que j'aime pas dans cette solution-là, c'est si je veux reprendre l'expérience, puis que je le fais avec un chariot qui pèserait 317 ou 310 ou 308
8 au lieu de 307, je suis obligé d'aller reprogrammer ma formule. Puis si le 0.03 change, même chose, je suis obligé d'aller reprogrammer la formule que j'ai faite. Personnellement, ce que je demande à mes étudiants, puis c'est important parce que ça développe nos capacités à travailler dans Excel, c'est de mettre ces choses-là en données dans le tableau comme tel. Je vous montre ce que je veux dire dans une seconde. On va commencer par s'insérer des lignes en haut. Fait que je clique sur la première parce que je vais avoir des lignes de constante en haut de mon tableau. Donc je fais insérer. Il va me insérer juste une. Je le refais insérer, m'en met une deuxième. Puis je vais probablement même en insérer une troisième. Et la masse du chariot, je vais la mettre ici. Donc, exemple, masse du chariot. Enter. Après ça, on appelait ça un peu comme si je mettais un titre. Sur la deuxième, je mettais en quoi c'est mesuré. Donc, MC en kilogrammes. Puis je vais remettre mon C en indice. Donc, un peu comme on a fait tantôt. Puis dans la colonne en dessous, je vais pouvoir écrire 0,307. Puis quand on fait ça, c'est important qu'à quelque part, dans une case donnée, il y ait exclusivement le chiffre que j'ai besoin. Puis là, on s'apercevait que masse du chariot ne rentrait pas sur une colonne. Puis je rejouais avec cette colonne-là, je vais rejouer avec le reste de mon tableau. Il sera toujours possible de faire une fusion. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de fusionner les autres en dessous en même temps. OK, mon 307 est là. Puis on avait aussi la masse suspendue, que j'écris à côté, que je pourrais fusionner puisque je vois que ça ne rentre pas sur une colonne. Ici, on appelait ça, je vais utiliser celui-là, je vais faire CTRL-C, je me tasse, CTRL-V. Puis je vais le reprendre, puis j'ai juste mon C à changer pour ça. Puis ici, c'était 0,03. Bon, ça c'était défini, on va fusionner pour que ce soit tout ensemble. Puis je vais rajouter un 0 là, pour dire que ça a été mesuré avec 3 chiffres significatifs. Okay? Donc j'ai une case qui contient ce chiffre-là, j'ai une case qui contient ce chiffre-là. Ma formule de vitesse, au lieu d'écrire 307, je vais sélectionner. Hein. Fait que ce que j'ai fait, je suis allé sur la case. La formule apparaît en haut. Je pourrais double-cliquer aussi, puis elle apparaîtrait ici, mais je vais préférer travailler en haut. Mon 307, au lieu de l'écrire à chaque fois, j'aimerais mieux qu'il prenne cette case-là. Puis mon .03, je le sélectionne. Au lieu de l'écrire, j'aimerais mieux qu'il prenne cette case-là. Puis je fais Enter. Puis, évidemment, ça donne le même chiffre. 0.061. Puis maintenant, je vais copier jusqu'à la fin. Ou plutôt jusqu'à l'avant-dernière valeur. Parce que la dernière valeur, oups. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Hein? J'ai une erreur ici. Quand je vous dis qu'il faut recliquer pour aller voir c'est quoi qu'il a fait avec les formules, je ne sais pas si vous regardez une demi, M, il a pris la case bleue, qui n'est plus le temps qui était ici. Parce que quand on copie vers le bas, je m'en vais plus loin, regardez, il continue toujours à descendre. Au même titre qu'on descend dans les lignes, les adresses descendent. B7, D7, D8. Alors que je voudrais toujours que ce soit la colonne qui est ici, la case qui est ici, puis la case qui est ici. Ce qu'il fallait que je fasse dans ma formule, c'est dire que B3 puis D3, la case en bleu, il ne faut pas qu'elle change. Je vais vite un peu, là, je sélectionne sur ma colonne, je m'en vais en haut. La case en bleu, il ne faudrait pas qu'elle change. Mais il ne faut pas que le B change, je mets un signe de $. Il ne faut pas que le 3 change, je mets un signe de $. Il ne faut pas que le D change, il ne faut pas que le 3 change. Il faut penser à bloquer les deux. Ce qui est beaucoup mieux là, que d'en bloquer juste une. Et maintenant, je refais ma copie jusqu'en bas. Ça a l'air de marcher, dans le sens que j'ai des chiffres du début à la fin. Mais comme je vous ai dit, je vais toujours voir ma dernière formule, double-clic, pour voir comment il l'a calculé. Puis là, c'est un peu tannant, on ne voit pas les colonnes d'en haut, la B3 puis la D3. Bon, avant de vérifier de nouveau si ma formule a bien fonctionné, je vais vous montrer une petite fonctionnalité d'Excel qui peut être bien pratique quand on a des grands tableaux. Dans le sens que c'est toujours désagréable de perdre la partie qui est en haut ou en tête. Il y a moyen de la figer, qu'on appelle. Donc, je voudrais que toutes les colonnes, lignes de 1 à 5 soient toujours affichées à l'écran. Je clique, je sélectionne la ligne 6, puis je vais lui dire de figer tout ce qui est au-dessus. On va dans l'onglet Affichage, Figer les volets, j'ouvre ça, puis on prend le premier choix, Figer les volets. Puis, vous voyez, ça dessine une ligne noire au-dessus de où j'étais. Et là, quand je vais descendre, regardez, la partie d'en haut reste toujours là. Fait que je vais aller sur ma dernière formule, je fais le double-clic que je parle toujours pour regarder comment ça s'est programmé. Une demi, masse du chariot en bleu, plus masse suspendue en vert, fois la case à côté en violet, exposant 2, une demi, M total, V carré. Donc ma formule, c'est bien programmé.
Je vous rappelle, ou en tout cas je vous mentionne, que quand vous êtes dans une formule comme ça, en mode édition, j'ai fait le double-clic, où je pense que F2 fait un peu le même résultat. Effectivement, la touche F2 du clavier fait la même chose. Si j'ai rien touché et que je m'en vais ailleurs, c'est pas grave, je perds ma formule, je reviens dedans. Mais à minute, même si je me suis déplacé comme ça puis je vais ailleurs, je pense que c'est pas grave encore. C'est à partir du moment où je me suis promené dedans, puis là je déciderais, je vais aller ailleurs. Regardez, là, je suis encore dans la formule, il est en train de faire des sélections puis d'écrire ça dans la formule, puis on scrape toute notre formule. Les étudiants, des fois, ils voudraient se mettre à écrire ailleurs, puis ça écrit dans ça. Il faut que je finisse l'édition de la formule. Évidemment, là, tout ce qui est écrit n'est pas bon. Dans ce temps-là, tu fais échapper ou escape à ton clavier. Puis tu reviens comme c'était exactement. Fait qu'on panique pas, puis on fait ça. Quand on veut revenir rapidement à la ligne 6, je peux toujours remonter comme ça, mais je peux cliquer sur la 5, puis quand vous allez descendre, il va tomber sur la 6. Là. Fait que le tableau s'est replacé immédiatement au début. On va maintenant être prêt à remplir la prochaine colonne de hauteur, qu'on remplit dans le fond pour pouvoir calculer l'énergie potentielle gravitationnelle, UG. Évidemment, la première ligne, on ne fera pas de calcul. Puis avant de faire le calcul de hauteur, il faut réaliser ce qui se passait exactement sur le montage. Je vais prendre quelques secondes là, pour essayer de vous montrer le montage puis faire une petite animation. J'ai essayé de vous montrer ici le montage qu'on avait, pas le chariot, mais le rail à coussin d'air avec le chariot dessus, la corde qui passe, qui va entraîner la poulie futée, puis la poulie qui tient la corde, puis la masse suspendue ici. J'ai ajouté en dessous, dans le fond, ça c'est le début de mon expérience. Le chariot va avancer comme s'il avancerait sur un axe des X, puis ça. C'est le début de l'expérience, c'est le point entre guillemets 0. Puis Data Studio, à l'aide de la poulie futée, va nous donner des valeurs de temps et des valeurs de position. À chaque fois qu'un rayon vient couper le faisceau lumineux qui passe à travers la poulie futée. Donc quand on fait play, le chariot se met à avancer. Okay? Donc je viens de faire play, le chariot a avancé. Ici, un peu plus simple pour moi de le faire avancer d'un carreau. Évidemment, la masse est descendue d'un carreau. Mais dans ma tête, la poulie futée a tourné de un rayon. Là. Il y a un rayon qui est venu passer. Mais Data Studio, ce qui enregistre, à chaque fois qu'un rayon passe, la première fois qu'il voit le rayon, il va nous écrire que ça a avancé de 0,015 mètres. Ce qu'on voit ici, notre première donnée. Puis évidemment, à l'aide de son chronomètre, à ce moment-là, quand il voit le premier rayon, il enregistre le premier temps. Donc le temps que j'ai ici. Personnellement, j'ai appelé ça, étant donné que c'était le premier temps qu'on avait, on a mis l'indice 0, dire c'est mon T0, c'est la première fois que j'ai une valeur dans Data Studio. Le chariot va continuer à avancer. Et ça, c'est le deuxième enregistrement, le deuxième point que je vais voir dans Data Studio. C'est le deuxième point qui était enregistré, que moi j'ai appelé le point T1 si on veut. Le chariot continue d'avancer, la masse continue de descendre, fait qu'on voit le prochain point. Et ce processus va continuer jusqu'au temps que la masse suspendue arrive à terre ou le chariot arrive au bout. Ça dépend qu'est-ce qui va se terminer en premier. Tout ça approche du niveau du sol présentement. C'était la 51e, plus le 0, la 52e donnée que Data Studio me fournit. La donnée que je vois ici, mais dans le fond, j'avais d'autres données qui ont continué plus loin. À un moment donné, on touche le sol, puis le chariot va continuer d'avancer. La corde va tout simplement être molle ici. Fait que, l'exemple, ça aurait été 59e point ou 60e. Puis je suis rendu à 0,9 mètres. Évidemment, notre table est à peu près 1 mètre de haut, dépendant de la longueur de corde, de où est-ce qu'on se part exactement. L'expérience est finie à ce moment-là, mais le chariot va continuer d'avancer, puis la poulie va continuer de tourner. C'est-à-dire que la corde va venir molle de ce côté-ci. J'ai continué à faire avancer le chariot. La masse ne peut pas aller plus loin. Puis là, la corde, est rendu lousse ici. Évidemment, j'ai effacé un paquet de points. C'est pour ça que dans mon fichier Excel, quand j'ai fait l'analyse, je réalisais qu'après ce temps-là, ma courbe commençait à avoir plus d'allure. Donc, j'ai décidé d'effacer les points qui suivaient ça. Petite vidéo nous permet de nous rappeler que quand on faisait l'énergie cinétique, ces deux composantes-là de mon système, ces deux masses-là bougeaient, donc avaient de l'énergie cinétique. C'est pour ça qu'on prenait la masse totale. Mais là, je veux calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais elle n'a jamais changé d'auteur. Son énergie potentielle n'a pas changé. On n'en tient pas compte dans le problème. Mais elle a descendu. Son énergie potentielle était maximum tantôt quand elle était en haut comme ça. Puis là, après ça, elle a diminué continuellement.
fur et à mesure qu'elle descendait. Évidemment, j'ai besoin de connaître sa hauteur, que je n'ai pas présentement là, dans les données. Donc, on va maintenant voir comment on établit la hauteur de l'objet. J'ai commencé par reculer mon système à sa position initiale. J'ai fait un démarrer, mon chariot commence à avancer, ma masse à descendre. Donc, on a notre premier point qui a été enregistré. Évidemment, le H, il n'y a rien enregistré, c'est moi qui vais le calculer. Mais à ce moment-ci, je voudrais avoir ma hauteur maximum, si on veut. C'est le H0, okay, parce que c'est notre premier point, mais je voudrais aussi que ça corresponde à ma hauteur maximum. Puis, on va laisser le système descendre. Et lorsque j'arrive à mon avant-dernier point que j'ai conservé dans mon enregistrement, je vous rappelle que j'avais conservé jusqu'au point de l'indice I51, sauf qu'on a toujours dit qu'on ne calculait rien là, pour le point 51. Donc le dernier point de mon tableau, ce que je vais avoir une donnée, ça va être le point 50 ici, que je monte ici sur mon montage. Puis à ce moment-là, je voudrais que la hauteur soit minimum. Hein, je suis rendu au plus bas. Puis dans le fond, je voudrais qu'elle soit égale à 0. Okay? C'est comme ma référence, dire mon axe, l'endroit où je considère que j'ai plus d'énergie, c'est à la fin comme ça, quand j'arrive à une hauteur, je dis que mon référence Y est égal à 0, c'est cette hauteur-là, puis c'est là que j'ai plus aucune énergie potentielle gravitationnelle. Fait qu'on va retourner dans Excel, si on comprend le principe un peu, et ça revient à dire qu'à mon 50e point, j'avais descendu au complet. Ça, c'est mon point 0. C'est évidemment un point avant l'autre, on voit toujours que ça augmente de 0.15. Fait qu'ici, ma hauteur, c'était 0.015 par rapport à mon 0. Puis ici, c'était 0.030. Jusqu'au temps que j'arrive en haut. Je pourrais toujours. Ça aurait été possible de le faire comme ça. Je ne sais pas s'il va vouloir son copie par en haut. Oui, il fait son augmentation. Fait que je pourrais prendre les deux premiers, puis le remonter par en haut, jusqu'à mon point ici. Et dans le fond, j'aurais commencé à 735 de haut, puis j'aurais descendu jusqu'à 0. Le faire comme ça, ça va bien parce qu'on connaît l'incrément de 0.15 à chaque fois que la poulie détecte le passage d'un rayon. Mais si on le fait avec un autre système, que le diamètre est différent, que c'est plus des 0.15, ben notre tableau ne se calculera pas automatiquement. Il faudra penser à l'ajouter cette colonne-là. Ce que j'aurais pu réaliser aussi, c'est que je peux comparer les positions qui me sont données. Mon 0, c'est pour le 765. Puis ça, mon 0.15 ici, mais c'est ça moins ça donne 0.15. Puis le 0.30 qui est ici, c'est ma valeur que je voulais avoir à 0, moins ça donne 0.30, puis etc. Okay. Donc, je vais effacer ce qu'on avait, puis on va le refaire avec une formule qui permettrait que notre tableau fonctionne avec des incréments différents de 0.15. Okay. Donc, je vais avoir un 0 à la fin. Donc, je vais me programmer une formule ici, qui est l'équivalent de dire que ça, ben, c'est pas cette valeur-là que je veux. À cet endroit-là, je voudrais avoir cette valeur-là, tenir compte de cette valeur-là, mais qu'elle tombe à 0. Ben, c'est faire L moins elle-même. Ça va donner 0. Okay. Puis la deuxième, ben, ça serait faire cette case-là moins celle-ci. Ça va me donner mon point 15. Puis ici, ça serait celle-ci moins celle-ci va me donner mon point 30. Évidemment, très très long à programmer. Puis si, on va en faire une dernière. Celle-là, ça serait ça moins ça va me donner mon point 45. Je vais regarder la formule qui est en haut, puis je vais monter tranquillement. Ça, c'était mon 0, C56 moins C56, C55, 56 moins C55, C56 moins C54, 56 moins 53. D'ailleurs, je fais edit. Fait qu'on s'aperçoit que c'est toujours la bleue moins la verte. Évidemment, si j'essayais de les copier, vous allez voir, ça ne marche pas. Ça fait toujours des zéros, parce que là, quand il l'a copié, il a descendu les deux. Regardez les chiffres en haut. J'ai commencé avec ça, puis j'ai voulu la copier. Il a toujours fait un moins l'autre. Alors qu'on disait qu'on voulait que le C56 du début reste toujours là. Je vous rappelle ce qu'on avait tout à l'heure. On se ramenait quand ça se calculait bien. Regardez, c'est toujours C56 moins ma case. Donc la formule, il faudrait que le premier C56, cette partie-là, reste toujours fixe. Ben, ça, on peut faire ça en disant « Je vais bloquer ». Oups. On va faire F2. Puis le C56 qui est ici, le premier, je ne veux plus qu'il change. Il faut le bloquer. Je bloque le C, je bloque le 56. Puis maintenant, je vais copier. Et oups, ça a l'air à fonctionner. Je vais le copier jusqu'en haut. On ne fait pas le premier, on s'appelle. Puis je retombe sur le 735 que j'avais tantôt. Puis la dernière formule de ma copie, je fais toujours une édition dessus pour aller voir comment il l'a calculé. Fait qu'il a encore utilisé C56 à la fin.
moins la première, puis ça a donné mon 735. Fait que présentement, mon tableau va être fonctionnel, même si je mettrais des nouveaux chiffres ici, le tableau fonctionnerait bien pour la hauteur. C'était ce qui était essayé d'expliquer dans votre feuille de résultats, là, quand on regarde la hauteur résiduelle de la ligne 2. Pas très clair à mon avis. J'espère en tout cas qu'avec l'explication, c'est un peu plus clair comment on arrive à fabriquer la hauteur résiduelle. La prochaine colonne est plus facile parce que l'on veut l'énergie potentielle, puis c'est MGH. Le M étant la masse suspendue, le G notre 9.8, puis le H, c'est notre hauteur qu'on vient de calculer justement. Puis étant donné que le G c'est une constante, puis que je voudrais le faire ressortir dans mon tableau, puis que je voudrais aussi, incroyable, mais que le tableau puisse s'appliquer si jamais on s'en va ailleurs ou ce que le G veut varie, je vais me mettre le G un peu comme j'ai mis mes masses dans une donnée de base en haut dans le tableau. Fait qu'ici, je vais avoir mon accélération gravitationnelle. C'est la valeur de G en mètres par seconde au carré. Je reviens sur mon 2, édition, il faut que le 2 soit sélectionné, puis on va pouvoir les mettre en exposant. Évidemment, je rassemble mes colonnes, et là, c'est pas assez large, donc je pourrais décider d'en rassembler 3. Ça, je le mets ici. Puis là, j'écris ma valeur de 9,8 que je veux utiliser. Je peux les rassembler. On ne calcule rien pour la première. Puis ici, je vais programmer l'équivalent d'un MGH. Mais c'est juste la masse suspendue multipliée par le G, multipliée par la hauteur. Et ça me donne ça comme valeur. Je vais le copier vers le bas. Puis, oups, j'ai des folies. Je savais que ça allait faire ça. Je reviens voir dans une formule qui est en faux. Puis vous voyez, il n'a plus pris la masse suspendue. Je vous rappelle que, regardez les adresses en haut ici. Là. Quand je descends, on voit le D puis le F changent. Alors que D3, F3, il ne faudrait pas que ça change. Donc je fais F2. La case en bleu bloquée, signe de $. La case F qui contient 9.8. F3 qui contient 9.8 bloquée. Et là, je refais mon copier. Oups. Comme ça. Et là, ça a l'air de marcher. Je copie jusqu'à la fin. Je mets mon rien dans la dernière. Et j'arrive bien à une énergie qui est 0 quand l'objet est descendu. Puis je vérifie comment il l'a calculé. Il a fait M fois S fois F6, F56, qui est la case à côté. Donc Mg fois 0, ça me donne 0 d'énergie potentielle gravitationnelle. Je reviens au départ. Et maintenant, on va vérifier que l'énergie a été conservée à chaque instant. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une constante, ou à peu près une constante, quand on additionne nos deux formes d'énergie. Donc, quand j'additionne égal, je fais une fonction pour que ça se programme automatiquement. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Enter. Je copie cette formule-là. Je mets... Oups, j'ai oublié de la copier une fois. Donc, je la copie une fois de plus. Je mets mon rien dans la dernière colonne. Je vérifie comment que ça s'est calculé. Donc, il a fait l'énergie cinétique à ce moment-là moins l'énergie potentielle. Évidemment, j'ai une diminution, mais de 0.2, disons qu'on dirait que c'est 2222. À la fin, beaucoup plus tard, je suis encore à 1991. J'en ai perdu, mais pas tant que ça. C'est normal que j'en perde parce qu'on a beau dire qu'il n'y a pas de frottement dans le système, il y en a. Et au niveau du tableau, c'est presque fini. Il me resterait à mettre un titre au tableau. Pour avoir un titre, on avait vu en début d'année, donc on se gardait 2 lignes, puis là, je ne les ai pas conservées. Donc je peux sélectionner 1 et 2, faire une insertion, puis il va m'insérer 2 lignes. On les regroupait tous ensemble, puis là, il vous resterait à mettre un titre. Donc dans cette case-là, je me mettrais un titre. Au niveau de la symétrie, peut-être que ce serait plus fun d'avoir ça sur 3 cases. Donc, je les sélectionne, ça les désassemble, puis je les réassemble pour avoir une certaine symétrie dans mon tableau. Là. Parce que l'accélération tenait sur 3 colonnes, donc au milieu, je vais avoir sur 2 colonnes. Évidemment, on encadre tout ça qu'on avait vu. Donc, je m'en vais jusqu'à la fin du tableau. Je mets des lignes partout, toutes les bordures. Puis après ça, je peux faire des regroupements, dire ce titre-là, la partie titre, je mets en plus grasse. Cette deuxième partie-là qui contient les constantes en plus grasse, les entêtes de mes colonnes en plus gras, puis finalement il me reste mes données expérimentales en plus gras aussi. Et là on pourrait faire, là il faudrait que je mette le titre ici, là, à vous de me trouver un titre intéressant. Je peux m'assurer qu'il tient au milieu de la colonne, de toute façon on le met des fois sur 2 lignes, parce que le titre du tableau peut être assez long. Puis on va essayer de faire un preview de ça, voir qu'est-ce que ça a l'air.
Pour le preview, moi j'ai le bouton de préprogrammer, mais vous autres, s'il n'y a rien de préprogrammé, ce serait probablement imprimé. Puis on a l'aperçu ici, ça tient sur 2 pages présentement. Je peux le centrer, ce serait peut-être plus beau. Mise en page. J'ai centré quelque part horizontalement puis verticalement. Donc il l'a déplacé un peu comme ça, mais il tient encore sur 2 pages. On va voir la deuxième page. Fait que c'est un peu tannant. Ce que je pourrais faire toujours dans mise en page, c'est de le faire tenir sur une page en hauteur puis en largeur. Et voilà, il tient sur une page. Ce serait le fun de le voir un peu plus gros. On a-tu un zoom à quelque part? Je le trouve pas ici ou je m'en rappelle pas. Fait que je vais utiliser moi ce que j'utilise plutôt dans mon preview à moi. Donc là on le voit, puis là je peux faire un zoom là, pour. Vous voyez, j'ai un très beau tableau de données avec les encadrements tels que demandé. Je peux même essayer de le grossir encore. Là, je ne trouvais pas l'outil pour le grossir, là, fait que je l'ai imprimé d'un PDF, puis dans le PDF, ben, vous voyez les encadrements. Ça fait un très beau tableau de données là, pour une expérience quelconque. Fait qu'essayer d'obtenir le même résultat en suivant les étapes. Là, il nous reste le graphique, donc on va poursuivre avec le graphique. Et après ça, on continue avec le graphique qu'on disait, parce qu'on a fait la dernière formule, l'énergie nette. Moi, j'appelle ça énergie mécanique, égale à courbe plus sujet. Après ça, il nous demande de tracer les courbes de l'énergie potentielle, cinétique et mécanique totale en fonction de X. Ça, j'aime pas bien ça. Ben, si vous le faites pour un autre enseignant, faites-le en fonction de X. Ça va donner exactement les mêmes courbes. Ça sera juste l'abscisse. Moi, ça va être plus en fonction du temps, parce que de toute façon, on ne la regardera pas, on ne fera pas de courbe de tendance. Moi, je préfère les faire tracer en fonction du temps, pour dire qu'à chaque instant, l'énergie a été conservée. Mais en fonction de X, c'est une certaine logique aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai avancé, que le chariot a avancé, bien, que l'énergie était conservée. Mais je préfère le faire tracer en fonction du temps. Puis vous allez voir, je triche même un petit peu plus. On va aller dans Excel. Donc, si vous le faites pour un autre prof, puis vous voulez respecter ce qui était écrit, c'est de faire, dire sur l'axe des X, je vais mettre la position ici. Puis moi, je dis plus qu'on va mettre le temps sur l'axe des X, mais je ne mettrai même pas ce temps-là. Je vous le dis, on ne s'intéresse pas à vraiment ça. Dans le fond, on veut rien que voir que ce chiffre-là a été conservé dans le temps à chaque instant donné. Fait que moi, je vais plus faire en fonction du temps, mais en termes de ça, c'est mon premier temps, mon deuxième temps, mon troisième temps, etc. Fait que ma colonne, la première qu'on sélectionne, c'est toujours celle qui se retrouve sur l'axe des X. Donc, je sélectionne tout ça. Après ça, on dit que, ben, on va les prendre dans l'ordre aussi. Les autres, ils disaient potentiel en premier, mais la première colonne que je rencontre, c'est cinétique. Fait que là, j'ai fait une première sélection avec la souris sans rien toucher. Ma deuxième sélection, je vais commencer à sélectionner ici. J'appuie sur CTRL de mon clavier pour faire une sélection multiple qui ne suit pas une à côté de l'autre. Je descends jusqu'au 50e point. Je veux qu'il trace en même temps l'énergie potentielle. Fait que je reviens au début, j'appuie encore sur CTRL, je sélectionne à partir de ce colonne-là jusqu'à la fin. Je reviens encore au début, j'appuie toujours sur le CTRL, puis je sélectionne l'énergie mécanique jusqu'à la fin. Donc je suis prêt à tracer mon graphique. On fait insertion d'un graphique de type nuage. Sauf que depuis le début de l'année, on prend toujours nuage de points. Mais là, il y a tellement de points, 50 points, ça trace beaucoup de points. Puis on voulait jamais avoir des... On voulait faire des insérés courbes de tendance. On ne voulait pas qu'il trace immédiatement une courbe. Fait que je pourrais prendre lui, mais beaucoup trop de points. Dans le fond, on va prendre celui-là. Il va tracer juste une ligne qui passe à travers nos points, mais sans dessiner les points. Ça fait un graphique qui est un petit peu moins lourd. Puis c'est un graphique à utiliser justement quand on ne veut pas de courbe de tendance. D'ailleurs, je pense que quand il nous donne l'explication, quand le help apparaît, bien, il nous dit que c'est quand on a beaucoup de données. Fait que je fais ça. Fait que vous voyez, ça c'est mon graphique. Je vais l'envoyer sur une page unique. On demande toujours que nos graphiques soient livrés. Donc, déplacer le graphique sur une nouvelle page. Ça, c'est à mes données. Je peux le déplacer pour avoir mes onglets dans l'ordre. Donc, ça, c'est à mes données de mon premier graphique. Je pourrais déplacer ce graphique-là. J'ai cliqué dessus, puis je le tiens présentement. Puis je le glisse après données, ici. Puis là, je pourrais l'appeler graphe 1, justement, parce qu'il va avec données du premier protocole. Donc, la première courbe, sur l'axe des X, vous voyez, mes 50 points se sont retrouvés. Là, puis ça aurait pu être les 50 points en termes de X ou les 50 points en termes de Y. Ça n'aurait rien changé. J'aurais toujours eu les mêmes courbes. Parce que les autres colonnes, c'est les mêmes valeurs qu'il y a dedans. La première, la série 1, c'est l'énergie cinétique qui augmente. Ça va de plus en plus vite. Donc, on a de plus en plus d'énergie. La deuxième, c'est l'énergie potentielle, la deuxième sélection qu'on a faite. Donc, l'énergie potentielle diminue pour s'en aller vers 0. Et la somme des deux est à peu près constante. Okay? Donc, ça serait le fun d'avoir une légende qui parle plus.
ben, on va insérer nos titres aussi, fait qu'on s'en va, on sélectionne notre graphique pour que le menu outils graphiques apparaisse, création, disposition, mise en forme les titres, c'est disposition, donc le titre du graphique au-dessus du graphique, on va mettre un titre, le titre des axes, pour l'axe horizontal, on le met en dessous de l'axe habituellement, puis pour l'axe vertical, moi je préfère le mettre horizontal comme ça se lit mieux. Je me suis écrit un titre qui tient sur beaucoup trop de lignes pour l'instant. On dit qu'on voudrait toujours un titre sur 2 lignes. Un premier titre qui est le titre de l'expérience. Donc ça vous donne une idée de quoi mettre dans votre tableau de données aussi. Hein, on faisait la conservation de l'énergie mécanique, là, la ligne en verte. Puis ça, c'était le montage sans ressort, parce qu'on fait la même affaire avec ressort. Puis à la deuxième ligne, on dit nos variables en fonction de quoi sont tracées. Donc énergie cinétique K, UG en fonction du temps. Là, c'est beaucoup trop grand, donc je vais jouer avec diminuer peut-être jusqu'au temps que ça tienne sur 2 lignes. Je vais faire des sélections pour mettre ça en indice. UG, puis le mécanique aussi serait plus beau en indice. Je peux même mettre un vrai mécanique. Sélection en indice. Ah, commence à voir l'allure, ça. Conversion de l'énergie mécanique sans ressort. Donc, on a tracé les énergies cinétiques K, potentiel UG et mécanique en fonction du temps. Donc, ici, j'ai mon temps sur l'axe ici. Fait qu'on va écrire... je peux me contenter, quand que je fais ça dans le titre, que je mets mes symboles, je pourrais écrire juste T. Puis ça, c'est pas mesuré en secondes présentement, c'est juste l'indice si on veut. Fait que je vais mettre dièse pour dire que c'est juste un numéro séquentiel, qu'il n'y a pas vraiment d'unité comme telle. Puis je vais peut-être les grossir pour qu'on les voit mieux. Je vais mettre à 14. Donc le temps sous forme séquentielle tout simplement. Puis ici, ben, j'ai mes énergies. Donc je pourrais écrire que j'ai K, UG, mécanique. Puis tout ça, c'est en joules qu'on a fait les calculs. Le MEC, je le mets en indice. Le UG, je le mets en indice. Pas toujours facile à faire tout ça, mais c'est justement des bonnes pratiques. Puis là, je le grossis peut-être un peu. 14, on commence à avoir de l'énergie, pas de l'énergie, excusez. Ça commence à avoir de l'allure en termes de graphique. Puis là, il faudrait identifier nos séries correctement. Ça, pour ce faire, je prends ça. Puis sélection des données. Donc, je pourrais le trouver en haut aussi, là, mais je sélectionne l'endroit où j'ai des données. Menu contextuel, sélection des données. Ou par en haut, probablement dans création, sélection des données. On a nos séries qu'on va... Donc, ma première série, deuxième série, troisième série. Je sélectionne la première, je fais modifier, puis le nom de la série est là. Fait que si je mets un vrai nom, il va remplacer ça par justement ce que je veux. Fait que ma première série, c'était K. Ma deuxième série, c'était UG. Et là, je pense que je serais capable de le mettre en indice. Puis ma troisième série, c'était E mécanique. Puis on n'avait pas de courbe de tendance, on veut juste vérifier que l'énergie ne se diminuait pas trop. Fait que j'ai mes 3 courbes, j'ai une légende, j'ai un titre, très beau graphique, expérience pratiquement réussie dans les circonstances. Là. On a toujours des pertes légèrement. Puis ça, j'arrive pas à le mettre en indice facilement. On a complété l'étape tracer des courbes. Après ça, il nous demandait d'identifier les forces. Je ne vous donne pas la réponse, ou du moins, je ne vous la donne pas immédiatement. 3, est-ce que l'énergie totale, même chose? Répondez, éventuellement, je vous donnerai la réponse. À la page suivante, même chose pour les pages 4, les questions 4 et 5. Et on est prêt pour la deuxième procédure. Je vous rappelle en quoi ça consistait. Là, on a mis un ressort, puis on étirait tranquillement notre ressort en mettant des masses suspendues, puis on notait la position d'un coin du chariot là, pour essayer de déterminer la constante de K. Dans un instant, je vais vous montrer là, comment le faire. On nous demande de tracer un graphique de la force en fonction de X, mais ça va être la force du ressort en fonction de X, puis d'utiliser la pente de cette droite-là pour obtenir la valeur de K. Donc, allons faire ça. Ici, j'ai mes données brutes.
sur 2 colonnes, donc mes masses que j'ai suspendues, puis les positions de mon coin de chariot. On va rajouter l'étirement, puis la force, donc je vais avoir un tableau 4 colonnes. Je centre immédiatement mes affaires. Habituellement, les titres des colonnes, c'est sur 2 lignes. Je vais insérer une ligne de plus pour écrire masse suspendue ici, puis écrire position ici, chariot, d'un coin du chariot. En plus, on a toujours le titre de notre tableau qui tient sur 2 lignes. Donc, j'ai sélectionné 2 lignes, j'ai fait insérer. On va fusionner ceux-là. Je mettrai le titre de mon tableau ici. Et là, je vais avoir l'étirement. Étirement dans une colonne, puis la force de rappel du ressort dans une autre colonne. On va fusionner tout ça pour la partie titre en haut. Donc là, ça défusionne, là, ça refusionne. On va ajuster la largeur de nos colonnes. Donc en mode automatique, c'est ce qui nous mettrait. Je prends la plus large, puis je la réajuste un peu. Donc là, il va me mettre les 4 dans la même largeur. J'ajoute un titre, l'encadrement. Puis on va être rendu à calculer notre étirement ici. C'était déjà écrit 0 par défaut, je pense, dans votre cahier. Hein, il semblait nous dire qu'ici, quand on va mettre 20 grammes, ça a quand même étiré un peu le chariot, ça a déplacé le chariot. On va considérer que c'est notre étirement 0. Donc, on a comme pré-étiré notre ressort là, pour avoir des conditions de ressort idéales, si on veut. Donc ici, c'est l'équivalent de notre 0, mais si cette position-là vaut 0, mais celle-ci est comme 0.6 de plus loin. Donc, je pourrais faire une formule égale cette case-là moins la référence qui me sert de 0, puis je suis 0.06 plus loin comme je mentionnais. Puis là, celle-là, ça serait cette case-là moins ma référence de départ. Ben, elle est rendue 0.126 plus loin. 0.175 plus 126 donne 0.301. Puis on réalise qu'on ferait toujours la case d'à côté moins la B5. Dans le fond, la formule, c'était de faire toujours moins B5. Et là, je le mets en signe de $. C'est sûr qu'on n'a rien que 5 cases. On aurait pu les remplir, là, mais il faut se pratiquer à faire des formules. Donc là, j'ai fait ma formule ici. Je pourrais la copier vers le bas. Puis je vais vérifier la dernière, ben, il fait la case ici moins la case de départ, puis ça me donne un étirement de 0.258, c'est-à-dire ma position de départ plus 0.258 me donne la valeur là. Et j'aurais pu la copier aussi par en haut, d'aller vérifier à l'autre bout que ça a bien fait. Évidemment, au départ, ben, ça fait 0.175 moins 0.175, ça fait mon 0. Pour déterminer comment on va calculer la force de ressort, il faut comprendre un peu notre montage. Ça, c'est le montage au départ, le ressort n'a pas étiré. Évidemment, je pouvais déplacer un petit peu le chariot, ça étirait le ressort, mais c'est jamais évident quand est-ce qu'il était bien étiré. Là. Nos ressorts pendent. Fait que ce qu'on avait décidé de faire, c'est de mettre une masse suspendue de 20 grammes. Puis là, ça l'étirait un petit peu plus notre ressort. Donc, on pourrait penser que le ressort est étiré et qu'il y a une force de rappel, mais je ne la dessine pas immédiatement parce que ça, c'est mon 20 grammes que je viens de mettre. Puis on décidait que ça, c'était notre ressort pas étiré. On venait de se fabriquer notre ressort au repos, là, même si on a mis 20 grammes. Puis là, on mettait 40 grammes, donc la masse est plus grande. Le ressort va s'étirer. On va le faire descendre encore plus. Le ressort va s'étirer. Donc ça, je vous rappelle, je vais me mettre un petit axe pour montrer la référence. C'est le ressort n'a pas étiré. Puis là, je l'ai fait étirer de 2, donc on va se dessiner le ressort n'a pas étiré ici. Puis là, maintenant, mon ressort vient de s'étirer. J'ai mis 40 grammes, 20 grammes de plus, puis mon ressort vient de s'étirer. Okay. Si je veux calculer la force de rappel du ressort, ben c'est une force. On va mettre toutes nos forces sur le dessin. J'ai ajouté toutes les forces. Donc, j'ai ma force de ressort. Comment ça fait que le chariot avance plus, qui est à l'équilibre? Il faut que les forces qui le font bouger soient à l'équilibre. Donc, c'est la tension qui le tire de l'autre bord, puis tu as le ressort. Donc, ça, c'est à l'équilibre. Ma masse suspendue ici, elle avait le FG vers le bas. Comment ça fait que la masse ne descend plus? Ben, c'est parce que tu as une force de tension qui le tire vers le haut. Ce que j'ai voulu montrer ici en mettant mon système d'axe, ayant fait tourner, mais c'est mon axe des X que je pourrais considérer qui fait cette direction, l'axe des X, là, que l'objet a tout avancé. Les deux objets, le système a tout avancé sur l'axe des X. Comment on fait pour calculer la force du ressort? Intuitivement, je pourrais m'apercevoir que si tout ça est à l'équilibre, ben, le FR ici est égal à FG, mais si je veux le démontrer,
J'aurais probablement commencé par ajouter ce que je viens de mettre ici, là, que ft1 est égal à ft2 quand une corde est de masse négligeable, la tension aux deux extrémités est égale. Je n'avais pas appelé ft parce que c'était deux vecteurs qui n'étaient pas dans la même direction. Mais si on a le même module, ben là j'ai le droit d'écrire que c'est égal à ft. En termes de module, ils ont la même chose, mais évidemment, ils n'ont pas la même orientation présentement. Fait que je ferai la deuxième loi de Newton sur la masse sur le chariot. Donc la deuxième loi de Newton que je disais sur la masse du chariot, selon l'axe des x, je dois avancer sur l'axe des x. Donc ce qui le fait avancer, c'est plus ft1, donc je dois écrire plus ft, puis ce qui le ralentit, l'autre bord, c'est fr, donc moins fr, c'est égal à 0, il n'accélère pas, c'est immobile. Donc en bout de ligne, ça me permet d'affirmer que fr est égal à ft. J'ai aussi ajouté toutes les forces dans le fond, là. Je viens d'ajouter ceux-là qui travaillaient dans l'autre direction aussi, donc surtout que dans une seconde, on va utiliser FG. Ben, le FG qui m'intéresse, ça va être le FG de la masse suspendue. Puis il y a évidemment un FG du chariot, mais qu'on n'utilisera pas. Puis il y avait une force normale aussi sur le chariot pour expliquer qu'il ne descend pas. Je vais appliquer la même loi maintenant sur la masse suspendue. Donc ce que je viens de m'ajouter en bas ici, je fais la somme de... Je le fais selon X parce que j'ai tourné mon système. J'ai dit que l'axe des X se continuait vers le bas ici. Ça aurait été vrai aussi de le faire en Y à cet endroit-là, de virer mon axe et de dire que je le fais en Y. Donc, qu'est-ce qui faisait avancer l'objet sur l'axe des X? C'est FGS, dans le bon sens. Puis, qu'est-ce qu'il retenait? C'était moins FT2, ou moins FT, parce que ça veut dire la même chose. Ce qui nous amène à pouvoir conclure que FT est égal à FGS. Évidemment, FG, on peut toujours remplacer ça par masse suspendue fois le G. Donc, FR est égal à FT, puis FT est égal à ça. Donc, je pourrais, grâce à ça, là, aller à dire que FR est égal à masse suspendue fois le G. Fait que ça me donne une façon d'obtenir la force de rappel du ressort. Dans le tableau, on est donc ici, là, puis on veut programmer, on veut calculer FR. On a vu que c'était masse suspendue fois la valeur de G. Je pourrais toujours me mettre le G un peu comme tantôt, là, dans une case en haut, ou encore... je le fais sans le mettre dans une case en haut. Donc, on est égal à masse suspendue. Masse suspendue ici, fois 9,8. Évidemment, ça prend des kilogrammes, ce qu'on avait. Donc, c'est mon 0.196. Sauf qu'on a un étirement de 0. Puis quand on a un étirement de 0, on serait supposé d'avoir une force de rappel de ressort de 0 aussi. Donc, je devrais considérer, ça, j'ai mis cette masse-là juste pour pré-étirer le ressort. Dans le fond, je devrais dire ici que j'ai aucune masse de suspendu présentement si le ressort n'est pas étiré. Puis ici, je vais avoir 20 grammes de suspendu. Puis ici, 40 grammes. Donc, dans le fond, on enlève toujours le 20 du début. Un peu comme on a déjà fait. Je devrais donc me mettre ici puis dire toujours, je fais moins le 20. Puis le 20, c'est la case A5. Donc, je vais me mettre une parenthèse. Puis je vais faire moins A5. Puis ça, je vais toujours vouloir le faire. Donc, je devrais mettre un signe de dollar en avant du A, un signe de dollar en avant du 5. Puis là, ça va me donner un 0 parce qu'on enlève comme notre premier 20 grammes. Je le copie. Et je vais voir la dernière valeur. Ben, ça a fait, j'ai suspendu 100 grammes, mais on oublie le 20 du début. A9 moins le A5. Puis là, je multiplie par 9,8. Ce qui fait qu'à étirement 0, j'ai force de rappel ressort. Puis étirement de 0.258, comme si j'aurais rajouté 80 grammes, j'ai telle force de rappel du ressort. Je m'ajoute un titre à mon tableau là, qui me dit quelle expérience qu'on a fait. Je vais la centrer dans les deux sens. Le petit S ici, je pourrais le mettre en indice. Le FR, mettre le R en indice. Uniformiser le nombre de chiffres dans mon tableau à 3 partout. Puis il me reste du formatage de tableau à faire. Donc, mettre des lignes partout. Mettre des lignes gras alentour de l'ensemble du tableau, alentour du titre, alentour des titres de colonnes. Et voilà, j'ai un beau tableau pour cette expérience-là. Et on nous demande maintenant de tracer un graphique de la force de rappel du ressort en fonction de l'étirement. Donc, je sélectionne ces deux colonnes-là, je fais une insertion. Et là, ça va être une courbe, parce que je vais vouloir avoir la pente. Je vais vouloir avoir la courbe de tendance. Donc, je fais vraiment un nuage de points, puis je ne fais pas tracer de ligne, c'est la courbe de tendance qui va venir se tracer. Je la mets sur une page unique, donc déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Je vais travailler avec, quand j'ai juste un graphique, ça ne sert à rien d'avoir une légende. On va disposer immédiatement nos titres du graphique au-dessus du graphique. Titre des axes, l'axe horizontal en dessous, l'axe vertical à côté, puis comme ça. On va remplir ces cases-là.
Donc j'ai rempli mes titres. Premier titre, titre de l'expérience. Sur la deuxième ligne, quel graphique qu'on a fait, donc la force de rappel du ressort, FR en fonction de l'étirement. Fait que là, je peux raccourcir mes titres sur les axes, dire que j'ai juste l'étirement puis ses unités en mètres, puis sur l'axe des Y, j'ai juste la force du ressort puis ses unités en newton. On va faire insérer une courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance. Il faut que je prenne une décision, quelle courbe de tendance que je lui demande de faire. Bien ça, je me fie à la théorie et à ce que je vois. Ça a l'air d'une belle ligne, mes points, ils ont l'air bien alignés. En plus, je peux forcer à passer par 0, 0, parce qu'on voit que, par définition, je l'avais fait passer par 0, 0. Je peux lui demander d'afficher l'équation sur le graphique. Fait que ça avait l'air d'une droite, puis en plus, on sait que la loi de Hooke dit que FR est égal à K fois E. Donc, ça me dit aussi ça, que je devrais mettre du linéaire. Je fais fermer, je vais déplacer ça à un autre endroit, je vais le grossir pour les yeux du professeur. Et là, je vous rappelle que Excel fait toujours la même affaire. Lui, pour lui, c'est un axe des Y et un axe des X. Mais moi, j'aimerais mieux que ce soit FR puis E. Donc, je vais réécrire, dire sur l'axe des Y, ma variable, c'est FR. Puis je peux le mettre en indice. Puis sur l'axe des X, je mets un espace, c'est de l'étirement. Donc, ça me donne FR est égal à 3,08. Puis là, il faut faire le lien. Ça, c'est pas juste une équation mathématique, ça a un lien avec la physique. Donc, je vais faire des ajouts, des explications supplémentaires. Fait que là, j'ai ajouté quelques informations supplémentaires en rouge au-dessus. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Je vous rappelle qu'on lui a demandé d'insérer une courbe de tendance de type linéaire, donc de type Y est égal à MX plus B, mais qu'en plus, on a forcé B est égal à 0 parce qu'on lui a dit passe par 0, 0. Ce qui revient dire que l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, il me reste juste Y est égal à MX. Puis là, il nous a dit, comme réponse, Y est égal à 3,0809. Nous, on doit faire une correspondance de ça, dire, un peu comme on a fait déjà, on a commencé à dire Y c'est FR, puis le X c'est E, puis on a une loi de Hooke qui dit que FR est égal à KE. Là. Donc le chiffre au milieu de 3.0809, c'est ma valeur de K. J'espère que ça vous permet de bien le voir, là, de cet ajout-là. Donc on a notre valeur de K qui est demandée dans le laboratoire. Et on a une expérience qui nous permet de déterminer le K. C'est ce qui était demandé ici, là, tracer le graphique, puis après ça, d'écrire le résultat. Mais ici, j'écrirai mon 3,0809 newton par mètre. Cela complète ce qui nous était demandé à la page 6. On passe à la page 7. On nous dit d'utiliser la constante de rappel qu'on vient de calculer pour dresser le tableau suivant à l'aide du logiciel Excel. C'est un tableau qui ressemble beaucoup à tantôt. Temps, position, vitesse, à partir duquel on va calculer l'énergie cinétique, la hauteur à partir duquel on va calculer UG. Et maintenant, il y a une colonne de plus qui est l'énergie potentielle du ressort. Puis on nous dit en dessous qu'on va prendre le 1/2 kx carré où x est la position de la même ligne. Pour les autres colonnes, on fait ce qu'on avait fait sur la procédure 1. D'accord. De retour dans mon Excel, là, sur l'onglet données 2.2, on a les données brutes de mon essai numéro 2 modifiées. C'est-à-dire que j'ai effacé des points probablement qui n'étaient pas bons. Donc, on va avoir notre graphique là, ici du ressort, position, temps et position. Avant de faire le graphique, je vais juste replacer, parce que quand on a fait insertion graphique tantôt, puis mettre sur une page, je le mets toujours avant. Fait que j'ai mes données 1, graphe 1, les données 2.1, graphe 2. Je vais le déplacer, graphe 2, juste après les données. Fait que là, je vais avoir les données pour calculer la constante de report, le ressort. Puis là, je vais avoir mes données 2.2. Qui devrait ressembler grosso modo à l'onglet 2.1, sauf qu'on a énergie du ressort en plus. Et là, je vais vous montrer une passe-passe, parce que je ne veux pas refaire. C'est la beauté d'utiliser Excel et d'avoir automatisé des choses. Je ne voudrais pas tout refaire. Ça va être pratiquement le même tableau qu'il y a ici. Alors, je vais le copier au complet. Donc, j'ai commencé à sélectionner là, dans le coin ici A1. Je sélectionne tout le tableau jusqu'à la fin. CTRL-C. Je retourne dans mes données 2.2. Pour l'instant, je me mets à E1 parce que je ne veux pas encore effacer ces données-là. Puis je fais un coller complet. Donc, je retrouve ce que j'avais sur la première chose, sur la première expérience. Sauf que maintenant, je dois travailler avec ces positions, ces temps-là et ces positions-là. Donc, je vais faire un CTRL-C ici. Copier, copier, copier. Et je vais les coller à partir d'ici, le tableau temps position commence ici. Là, je fais menu contextuel à l'endroit où je veux les coller. J'appuie sur le souris bouton de droit. Puis dans les
Je pourrais faire un collé, là, mais on a un décollage spécial ici. Là, puis le deuxième, c'est juste les valeurs. Donc, il a copié, vous voyez, le 2.2245.015. Puis, il n'a pas changé le format de mon tableau parce que je le trouvais quand même intéressant. C'est sûr que là, je suis chanceux, quelque part. J'avais moins de points que tout à l'heure. Mon expérience finit au 32e point. En dessous, là, c'est les points de tout à l'heure. Je pourrais déjà dire que toute cette chose-là, là, c'est pas bon. Les effacer. Je dis que je suis chanceux, c'est parce que j'aurais pu avoir plus de points dans cette expérience-là. Donc là, ça aurait continué plus loin, puis il aurait fallu que je formate le tableau. Une autre façon, c'est de dire je vais carrément supprimer ces lignes-là. Donc là, mon tableau va jusque-là. Oups, référence qui est apparue, qui n'était pas le cas tout à l'heure. Je vais attendre avant de les effacer. Oui, c'est vrai, ça fait disparaître la hauteur. Fait que avant d'effacer les lignes carrément, là, je vais attendre d'avoir fait des corrections dedans. Donc j'avais fait un undo là, pour revenir au moins où il y a un calcul de valeur. Le plus important, c'est que je m'aperçois que mes chiffres, je les ai ici. Fait que ces colonnes-là, j'en ai plus besoin. Je les sélectionne. Je fais supprimer. Puis mon tableau commence au début. Ça scrape encore référence. Hein? On va faire undo, puis on va attendre d'avoir ajusté toutes nos choses avant d'effacer les colonnes. OK. Les deux premières colonnes sont belles, jusqu'à 32. Évidemment, on disait toujours que pour le dernier point, on ne faisait pas de calcul. Là. Fait que ici, il n'y aura pas de calcul. Point, oups. Je fais un moins, enter, moins, puis moins enter. Donc ça va devenir ma dernière colonne pour laquelle je ne fais pas de calcul. On va regarder vitesse, comment il l'a calculé au début. Donc il a fait le delta x, un point en arrière, un point en avant, moins delta t, un point en arrière, un point en avant. Je vais aller vérifier ma dernière vitesse. Elle est bonne aussi. Donc bingo, là, mes vitesses sont déjà calculées. Donc les vitesses sont correctes, qu'on a dit. Maintenant, l'énergie cinétique, je clique dessus. Il a fait 1/2 A5 plus D5. Ah, c'est nos signes de dollars de tantôt. Là. Ben ça ne fonctionne plus. C'était la masse du chariot plus la masse suspendue. Fait que ma case bleue, là, elle devrait être ici. Puis ma case verte devrait être ici. Ça, c'est des affaires tantôt qui faisaient que quand je supprimais les lignes, là, il me mettait des erreurs. Là. Fois H9, qui est la vitesse à côté, fait 1/2 masse totale fois vitesse au carré. Cette formule-là est corrigée. Je fais Enter. Quoique, je reclique dessus, je regarde, il fait ça, plus le point 0,30. Mais dans le lab, dans le protocole, quand on faisait cette expérience-là, il vous disait de changer, de le faire uniquement pour la masse suspendue de 100 grammes. Donc ici, je devrais mettre 100. En plus, quand moi je l'ai fait, j'ai fait une erreur. Je suis resté avec 0,080. On va écrire 0,080. Okay, donc ça ne change pas grand-chose dans l'expérience, rien que je l'ai fait avec une masse de 80 grammes au lieu de 100 grammes. C'est ça qui est le fun, hein? J'ai juste à changer ce chiffre-là, puis toutes mes choses s'ajustent. Okay. Et là, j'ai pas fait le copier tout à l'heure, je suis allé voir maintenant, au moins ça correspond à ce que je voulais, et je vais la copier vers le bas. Et je vais aller voir la dernière, donc 1/2 masse suspendue plus masse du chariot fois le H39, la vitesse à côté au carré. Là, évidemment, je ne vois plus mes affaires en haut parce que je n'ai pas fait figer. Fait que c'est la même chose, je pourrais me mettre à la colonne, à la ligne en dessous de laquelle je veux figer, aller dans affichage, figer les volets. Là, quand je vais descendre, vous voyez, la partie d'en haut reste là au moins. On est rendu à régler la hauteur. J'ai des chiffres négatifs, c'est sûrement pas bon. Je vous rappelle que la hauteur, on avait commencé par la fin, mais je peux quand même vérifier qu'est-ce qu'il fait comme formule. Il fait C58, qu'il n'y a rien de toute façon dans C58 qui est là. C'était plus qu'on prenait la dernière position moins la première. Puis la dernière position, dans ce cas-ci, ça serait celle-ci. Donc, excusez, je vais revenir sur hauteur, je vais double-cliquer dessus, puis ma case en bleu, donc je vais chercher la case en bleu qui est ici, puis je vais la remonter tranquillement vers ma position, où je pourrais l'écrire moi-même. Là, c'est la case G40. Donc, il fait la case en bleu, moins G9. Je fais Enter là-dessus. Je vais copier ça vers le bas. Et j'y arrive pas tout à fait, parce que, je vous rappelle, ça me prend un 0 ici, dire que la hauteur est finie avec un 0. Ah, c'est parce que je ne devrais même pas faire moins G40, je devrais faire 48.48 moins 0.48. Là, c'est G40 et G39 moins 39. Là, ça me donne un 0, mais là, si j'ai corrigé ma formule, je devrais la recopier vers le haut. Vous voyez, des formules, on va toujours vérifier si ça donne le résultat qu'on veut. Fait que je pars de 0.45 de haut
jusqu'à hauteur minimum de 0 à l'autre extrémité. Donc il fait G39 moins G39, puis la première en haut, il fait G39 moins G9 à côté. Donc il nous a transformé ça comme on l'avait fait pour la première expérience. La hauteur, c'est réglé. L'énergie potentielle, on voit bien qu'elle calcule mal. On va voir quelle formule qu'il a pris. Encore une fois, c'est nos masses là, qui sont mal ajustées. La case bleue, hein, c'était MGH. Donc la case bleue, c'est supposé être la masse. La masse dont l'énergie potentielle varie, c'est la masse qui est suspendue, fois la valeur de G. La valeur de G, c'est ma case en verte. Donc c'est supposé être 9.8 fois J9 qui est à côté. Donc M fois G fois la hauteur. Enter, c'est une formule, donc je vais la copier jusqu'en bas. Évidemment, à la fin, j'ai une énergie de 0 parce que je considère que je suis rendu au plus bas point. Il a fait H5, la masse, fois J5, le 9.8, fois J39, la hauteur à côté. Donc la colonne énergie potentielle, c'est réglé. Mais ça, c'était sans ressort. D'ailleurs, je devrais changer le titre ici pour dire avec ressort. Puis là, quand je retourne dans le laboratoire, je vous rappelle qu'après potentiel, j'ajoutais le UR, énergie potentielle du ressort, avant de faire mon total. Puis c'était 1/2 kx carré. Donc, je serais rendu à ajouter mes lignes. Puis là, ça veut dire que j'ai utilisé toutes mes affaires. Je pourrais effacer, j'espère, ces choses-là, sans que ça scrape le tableau. Vous voyez, ça ne l'a pas scrappé, parce que j'ai tout corrigé mon tableau. Puis je pourrais effacer les lignes que je trouvais pas bonnes à la fin. Supprimer. Sans que ça le scrappé le tableau. Tout est resté pareil. Bon, on disait qu'avant de faire l'énergie mécanique, donc je sélectionne ça, puis avant ça, il faudrait qu'il s'insère une ligne, une colonne. Donc je vais faire insérer. Vous voyez, il a créé une colonne qui va ressembler beaucoup à celle-là. Je sélectionne ça, je fais CTRL-C, CTRL-V ici pour au moins voir le titre, mais ça, c'est énergie potentielle élastique. Puis là, il faudrait que je change le titre ici pour faire la différence. Énergie potentielle gravitationnelle. Okay. Puis ici, c'est un UR. Donc, je prends mon petit G. Rien sur la première case. Puis ici, on a dit que c'était 1/2 kx carré. Donc, est égal à 1 divisé par 2, 1/2, multiplié par k. Oups, c'est la constante du ressort. Que je n'ai pas dans mes données. Je pourrais prendre le point 0, mais pourquoi pas l'avoir dans les données en haut? C'est intéressant, hein? Pour réussir à la mettre, je vais dégrouper, défusionner mes choses. Des fois, il faut cliquer 2 fois pour que ça défusionne. C'est tout. Déjà défusionné. Défusionné. Puis là, je vais les fusionner juste sur 2 choses pour me faire l'espace pour mettre la constante du ressort au bout. Fait que je peux fusionner puis dire ça, c'est ma constante de rappel. Fusionner les deux qui sont là pour dire que ça, c'est K en newton par mètre. Et la valeur fusionnée, on l'a évidemment dans le graphique 2 ici, c'est 3.0809. 3,0809. Donc, ma constante de rappel du ressort est là. Je reviens à l'endroit où je voulais faire la formule. 1/2 multiplié par K. K est ici. Sauf que c'est une constante. Quand je vais toujours le voir, je commence à comprendre le principe. Quand je bouge le curseur, ça fait ça. C'est H5, donc signe de dollar. Signe de dollar. K fois x carré. Donc, j'ajoute un fois. Puis ma valeur de x, elle est ici. Je clique là-dessus. Mis à la 2. Donc, petit chapeau. Il m'en met 2, je n'efface un. À la 2. Et là, je vais copier ça vers le bas. Jusqu'ici. Parce que fin, on a la fin du tableau. Ici, je mets un signe moins, tout simplement dire que j'ai pas, juste le moins, enter, dire que j'ai pas fait de calcul. Je regarde comment il a calculé ma dernière formule. Il a fait 1/2 fois le K en bleu en haut, fois le X ici au carré. Donc, ça semble être bon. C'est réglé pour énergie potentielle élastique du ressort. Il me reste ici, parce que si je clique sur cette colonne-là, là, il fait la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, mais il n'additionne pas élastique. Donc, à la fin, je fais plus la case à côté, Enter, et je copie cette formule-là jusqu'à la fin. Et j'ai à peu près encore toujours une constante de 0.37 jusqu'à 0.36. Il me reste un peu de formatage à faire. Donc ici, rajouter des lignes partout. Sur cette partie-là, rajouter du gras partout. Sur cette partie-là, rajouter du gras partout. Puis à la fin aussi, il va me manquer du gras, donc la partie donnée.
puisque j'ai effacé des choses tantôt, rajouté du gras partout, puis j'ai un beau graphique prêt à présentation. Le seul endroit où c'est pas symétrique, là, c'est peut-être masse du chariot qui est plus large que ces choses-là. En tout cas, je pourrais l'effacer puis dire rien mettre dans l'indice. Pas effacer. Le dégrouper ici. Le dégrouper là. Le dégrouper là. Puis ma masse du chariot, au lieu qu'elle soit là, la mettre dans la colonne B. Ça, CTRL-C, CTRL-V. Puis mon point 307, le déplacer. CTRL-C, CTRL-V. Je vais avoir mon point 307 ici. Ça, je pourrais l'effacer maintenant. Et là, j'ai vu que ça a changé mes chiffres. Okay. Tout ça pour dire que je devrais fusionner ça. Puis maintenant, je peux fusionner ceux-là. Masse du chariot. Fusionner ça. Fusionner ça. OK, pour que les 4 colonnes, vis-à-vis la colonne indice, il n'y a rien. Puis les autres, ils ont toujours 2 de large. Sauf que là, j'ai changé la position de masse du chariot, que j'utilisais probablement dans énergie cinétique. Vous voyez, ma case en bleu ne pointe plus sur rien. Donc, dans cette formule-là, la case en bleu serait rendue là. Évidemment, il faut que je pense à changer toutes les autres formules. Après ça, dans hauteur, ça ne change rien. Je peux toujours vérifier. Dans énergie gravitationnelle, je faisais masse suspendue. Dans celle-là, il faut que je regarde à quel endroit j'utilise masse du chariot. Fait que dans mes formules, elle ne l'utilise pas. Puis je suis retombé sur les mêmes chiffres que tantôt. Et ça améliore un peu la présentation de mon tableau. Que je pourrais aller voir dans un preview. Là. Il semble... il ne rentre pas tout sur une page. Ça, c'est mise en page. De faire ajouter tout sur une page en hauteur et en largeur. Beau tableau de données. Fermer l'aperçu. Il me reste à faire un graphique. Donc, on va y aller rapidement. C'est le même genre de graphique que tantôt. Donc, j'ai sélectionné les indices. On faisait les énergies. J'appuie sur le bouton contrôle. Alors, c'est vrai, il ne faut pas que je sélectionne le 0 parce qu'on n'a pas de chiffre, vous avez 0. Donc, je sélectionne de 1 jusqu'à l'avant-dernier. Contrôle, je sélectionne les énergies cinétiques équivalentes. Toujours, oups, il ne faut pas que je fasse contrôle en même temps que je déplace ma souris. J'appuie sur contrôle, les énergies potentielles gravitationnelles, la même série de données. Je fais contrôle, les énergies potentielles élastiques. Je fais contrôle, les énergies mécaniques. Insertion d'un nuage de points. J'avais choisi ça tantôt, quand il y a beaucoup de points. Je le ramène sur un graphique tout seul. Déplacer le graphique sur une feuille tout seul. OK. Il m'en met toujours avant, fait que je la déplace plus après. Je viens pas l'avoir. Et voilà, fait que j'ai mes données, mon graphique. On va identifier nos séries, parce que c'est dur à interpréter, de dire si on arrive, là, si nos séries ne sont pas bien identifiées. Je clique ici, sélection des données en haut ici, la série 1 modifiée. La première série qu'on prend, c'est toujours énergie cinétique, c'est K. Deuxième série modifiée, deuxième série, c'est UG. Troisième série qu'on a pris de chiffre, c'était UR. Et la dernière, E mécanique. OK. Donc, on regarde si ça se tient. L'énergie cinétique a augmenté puis diminué. Oui, parce que le ressort, au début, ça a accéléré, mais là, le ressort tire puis ralentit. Hein. Quand on faisait un aller, là, on voyait le chariot accélérer puis ralentir. Puis après ça, le chariot se mettait à reculer, mais on faisait juste l'aller. Donc, l'énergie cinétique se comporte comme je m'y attendais. L'énergie du gravitationnel diminue. La masse a toujours descendu pour l'aller. Évidemment, quand le chariot s'est mis à reculer, puis la masse a remonté, mais on faisait juste l'aller. L'énergie du ressort, pour l'aller, elle a toujours augmenté, puis on voit l'aspect du kx carré. C'est une courbe qui monte. Et mon énergie totale est relativement stable, a diminué un petit peu entre le début et la fin, mais intéressant, ça confirme que l'énergie mécanique est conservée. Là, il faudrait ajouter des titres en haut, etc. Donc, on fait ça. Je sélectionne le graphique, disposition, un titre du graphique au-dessus du graphique, titre des axes horizontales en dessous, titre des axes verticales à l'horizontale. Je saisis ces choses-là. Je peux même aller copier des choses qui sont dans les autres graphiques. Ce que je veux dire, c'est que je vais probablement aller dans le graphique 1. Je vais cliquer 2 fois là-dessus. CTRL-A pour que ça fait toute une sélection. CTRL-C. Je m'en viens dans mon graphique 5. Une première fois, une deuxième fois. CTRL-A.
CTRL V. Évidemment, c'est en caractère trop gros. On rapetisse les caractères. Ça rentre sur 2 lignes. Et j'ai même pas perdu mes indices. Donc, j'ai énergie cinétique K, potentiel UG, et mécanique. Il manque l'énergie du ressort. Oups. Je clique une première fois, une deuxième fois. Donc, j'aurai une virgule ici. Élastique. U majuscule R. Le R en indice. Je suis obligé de rapetisser encore une fois pour que ça tienne. Ces deux-là, je peux les grossir un peu. Qu'on voit quelque chose. Et sur l'axe des X, c'est le temps, mais le temps en termes de numéros séquentiels, 0, 1, 2, 3, etc. Fait que je mets juste un numéro. Il n'a pas voulu le grossir. On va recommencer. 14. Là, on voit mieux. Puis sur l'axe ici, c'était les énergies. Donc, c'était K, UG, U, R et E. Mécanique. En joule, mécanique en indice. J'aurais peut-être pu aller le copier sur l'autre, étant donné qu'on l'avait déjà rempli sur l'autre. U de R, le R en indice, le G en indice. Quand UG, UR, mécanique, oups, tout le mécanique s'est mis en indice. C'est le E que je veux pas qu'il soit en indice. Donc quand je le grossis, K, UG, virgule, UR, virgule, un mécanique, tout ça en joule. C'est bon. Fait que je me ramène à ajuster la sélection. Et voilà, on a un très beau graphique qui confirme la conservation de l'énergie pour un système avec ressort. C'est vrai, j'ai fait un copier-coller. Donc, copier avec sans ressort, mais ici, c'est avec ressort. Donc, j'ai un graphique, j'ai un tableau. Super expérience réussie. Donc, on fait le tour une dernière fois, voir que j'ai toutes mes affaires. Les données, la première partie sans ressort, le graphique sans ressort, les données pour calculer la constante de rappel du ressort, le graphique qui me permet justement de le calculer, les données avec ressort, puis le graphique avec ressort. On va voir dans le protocole, j'ai toutes mes choses. Donc, tracer les courbes, c'est fait. Décrire, expliquer le comportement, à vous de me le dire. Quel est le travail effectué par les forces de frottement? À vous de me le dire. 6, quelle est la valeur de frottement? Même chose, et ça complète le laboratoire. Donc, ça, on va en reparler éventuellement.